La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, nous discutons chasse et braconnage en lien avec l'opération Panache. 42 000 chasseurs qui arrivent en même temps, ça crée de l'économie pas mal. Nous rencontrons Clément Clerc de la ferme La Borderie avec qui nous discutons entrepreneuriat et excellence. C'est sûr que quand tu as un projet qui sort de l'ordinaire, non conventionnel, ça aide. Et on commence à planifier nos emplettes pour nos achats de Noël. Mesdames et messieurs, mes salutations. Mon nom est Guillaume Pigeon et bienvenue à Infocam. Comme vous pouvez voir, je me suis mis beau. En fait, c'est parce que nous en sommes à la dernière semaine de présentation de l'émission avant les fêtes. Nous serons de retour au mois de janvier. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas célébrer le fait que bientôt ce sera le temps des fêtes. Donc, débutons l'émission en parlant chasse et braconnage avec le lieutenant Sylvain Marois du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Celui-ci a chapeauté l'opération Panache dernièrement à la grandeur du territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Je me suis entretenu avec lui sur Zoom. Voici l'entrevue. Monsieur Marois, merci d'être avec moi puis de prendre du temps aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu l'opération Panache. J'aimerais savoir avec vous, qu'est-ce que c'est cette opération-là, puis qu'est-ce que ça l'implique finalement? Bien, cette opération-là a eu lieu du 13 au 19 octobre dernier dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, dans les zones de chasse 01 pour la Gaspésie et 02 pour votre secteur du Bas-Saint-Laurent. Cette opération-là avait pour but, contrairement à ce qu'on le fait habituellement, on convoque les médias pour des démantèlements, pour des gens qu'on a déjà pris. Cette opération-là, on a fait un changement de culture un peu organisationnel, puis on a amené ça vers une partie beaucoup plus visibilité. Donc, on allait rencontrer les chasseurs directement dans leur lieu de chasse et votre secteur, la région 01 et la région 02, sont les secteurs où il y a le plus de chasseurs en temps de chasse à l'orignal au prorata de la province. On parle d'à peu près 42 000 chasseurs dans une semaine qui se retrouvent chez vous, ce qui équivaut à peu près à 25 du nombre total de chasseurs qu'on a dans la province. OK. Puis, le fait que ce soit une opération Panache, est-ce que c'est seulement pour les orignaux? Est-ce que c'est quoi la portée? Dans cette opération-là, on ciblait particulièrement la chasse à l'orignal, justement parce qu'on savait que les gens seraient en forêt et seraient présents. Et comme je vous le disais tantôt, le fait d'aller les rencontrer, d'aller chercher de l'information, d'aller les voir. On a déplacé quand même plus de 100 agents dans ce secteur-là, dont à peu près une vingtaine dans le secteur du Kamouraska qui étaient présents. Les agents étaient là justement pour aller à la rencontre des chasseurs, se faire voir, savoir c'est qu'est-ce qu'on fait un peu comme travail, faire de la vérification de permis. Vous savez, ça prend des permis pour la chasse, les dossards, les armes à feu, valider, tout ça. Puis en même temps, les chasseurs, les villégiateurs, les gens de VTT qu'on a rencontrés, c'est les utilisateurs de la forêt. Ce sont eux, nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Donc, on est allé chercher l'information à eux autres, de dire, voici une carte d'affaires. Vous pouvez rappeler, on a un système un peu comme le 911 au niveau de la police qui s'appelle SOS braconnage urgence faune sauvage. Donc, un numéro 800 disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On remettait des cartes à des gens pour dire, appelez-nous donc. On va faire suite si vous croyez à du braconnage.
Et juste pour vous donner une idée, pendant une semaine, on a quand même eu 85 signalements directement liés avec l'opération Panache sur les orignaux de votre secteur. OK. Dans le temps, est-ce que vous voyez une diminution peut-être du braconnage ou si malheureusement ça se stabilise ou que ça irait en hausse? Je me questionne. Ben, je vous dirais que selon les secteurs, selon les endroits de la province, le braconnage se maintient malheureusement d'une façon pas mal égale d'une année à l'autre. Par contre, si on prend uniquement pour Panache, exemple, considérant qu'il y avait beaucoup d'agents sur le terrain, beaucoup de signalements qui ont été faits, les agents ont aussi pas seulement fait de la visibilité, mais fait le travail qu'on fait habituellement. Donc, plus de 240 dossiers d'infraction ont été créés. Donc, un même individu peut avoir plusieurs dossiers aussi. On parle de tout près de plus de 500 chefs d'infraction pendant cette semaine-là. Donc, est-ce que c'est une hausse? Est-ce que c'est une baisse? Est-ce que c'est un maintien? Je vous dirais qu'on a pas mal toujours à peu près, grosso modo, à la grandeur de la province, le même nombre d'infractions par année lorsqu'on fait nos bilans annuels. Ben, j'aurais comme deux volets à ma question. Pour une personne qui se fait prendre à braconner, quelles seraient les conséquences? Puis aussi, ben, plus large pour la société comme telle, c'est quoi les conséquences du braconnage? Je vous dirais que si je commence avec la deuxième partie de votre question, poser la question est un peu y répondre, dans le sens où vous savez que s'il y a plus d'abattage d'orignaux, si la ressource est moins grande, ben on touche tout de suite le cheptel pour les générations futures. Donc, ça a un impact de société de ce côté-là. Puis, la chasse a quand même un certain événement économique aussi, on le sait. Les permis, l'essence, les gens qui sont en chalet, vos EC, vos pourvoiries, vos secteurs libres qui sont en effervescence à ce moment-là. Comme je vous disais tantôt, là, 42 000 chasseurs qui arrivent en même temps, ça crée de l'économie pas mal. Donc, si la ressource n'est pas là, ben ça a un impact de société. Si on revient à votre première partie, qui est la partie plus chasseurs, ben là, les chasseurs qui sont pris en faute, un peu comme au niveau policier, les gens qui pourraient être pris à défaut, se voient face à des infractions, des amendes monétaires là-dessus, qui peuvent être très variables selon les infractions qui sont faites. Parfait. Puis en terminant, j'avais vu dans le communiqué là, que j'ai reçu qu'il y aurait eu en Gaspésie un caribou aussi qui a été abattu. Je suis quand même sensible à ça, le caribou. Il y a une menace sur cette espèce-là présentement, particulièrement celui de la Gaspésie. Ben, écoutez, on vous confirme que oui, il y a eu un caribou d'abattu de ce côté-là. Par contre, la protection de la faune demeure en enquête dans ce dossier-là. Et oui, il y aura des accusations portées envers l'individu qui a abattu cette bête-là. Et comme vous l'avez dit, ben oui, c'est une espèce menacée, une espèce protégée. Le ministère, justement, est au fait de cet événement-là. Puis on s'occupe de ça et on est en train de travailler là-dessus par enquête. Là, et vous aurez probablement les résultats de cette enquête-là dans les prochaines semaines, mois à venir. Parfait. Ben, M. Marois, un gros merci pour votre temps puis vos informations. C'est moi qui vous remercie, M. Pigeon. Bonne journée. Ouais, super. Bonne journée. Au revoir. Récemment, la Financière agricole du Québec organisait le 18e concours « Tournez-vous vers l'excellence ». De la région du Kamouraska, M. Clément Clerc de la ferme La Borderie a été lauréat à ce concours. Avec lui, nous discutons des raisons pour lesquelles il a été nommé comme lauréat et nous discutons également des défis de l'entrepreneuriat au niveau des petites entreprises agricoles. Donc, Clément, tu as gagné dernièrement, tu as été reconnu dernièrement par le 18e concours « Tournez-vous vers l'excellence » de la Financière agricole du Québec. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi ce concours-là, puis en même temps, pour quelle raison tu as été reconnu dans ce concours-là?
Ben, en fait, c'est un concours qui est organisé par la Financière agricole du Québec. À partir du moment où est-ce on travaille avec eux autres, donc des subventions ou des choses de même, on est éligible à remplir un formulaire, un dossier pour appliquer au concours. Moi, en fait, je l'ai pas gagné. J'ai fini le lauréat, là. Fait que t'as un grand gagnant puis deux autres qui sont sur le podium, on va dire, là, qui sont avec. Là, il y en a 3 qui sont reconnus, plus 2 autres après qui ont des bourses de développement durable, entrepreneuriat, tout ça. Bref, moi, en fait, ce qu'ils reconnaissent dans ce genre de concours-là, c'est beaucoup tes qualités d'entrepreneur, tout ce qui est en lien avec le développement durable, l'innovation. Fait que c'est sûr que quand tu as un projet qui sort de l'ordinaire, non conventionnel, ça aide. La mise en marché, vente directe, comme nous on fait aussi, c'est le genre de choses qui est reconnu beaucoup. Puis voilà, dans les questions qu'ils nous posent, quand on remplit le formulaire, il y a beaucoup de choses qui tendent à te demander qu'est-ce qui te distingue des autres finalement là, comme dans ton projet, mais aussi comme en tant que personne, comme entrepreneur. Là. Fait que j'imagine que c'est ça qu'ils reconnaissent. Après, c'est un système de pointage là. Simple. Tu as mentionné des projets un peu hors atypiques. Si on peut dire, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y a d'atypique ici? Ben, déjà, en partant, c'est des élevages de volailles de plein air. Donc ça, au Québec, c'est quand même très, très rare, là. Ça existe pas beaucoup. Il y en a qui tendent à se développer ces dernières années, mais ça reste encore marginal. Le 99% de la production de volailles au Québec, là, qui est, je pense, 187 millions de poulets par année, là, juste en poulet, là. C'est élevé dans des bâtiments à l'intérieur, en fait, là. Donc, les élevages de plein air sont très rares. Moi, j'ai grandi sur une ferme en France où est-ce que mes parents font ça depuis une quarantaine d'années. Fait que quand j'ai décidé de me lancer en agriculture, je me suis dit, je vais faire ce que je connais, c'est-à-dire élever des volailles en plein air. Et puis voilà, c'est un modèle, on va dire, atypique dans le sens que souvent, les gens qui élèvent des volailles en plein air ici au Québec, le modèle dominant ces dernières années, surtout pour les poulets, ça va être des bâtiments mobiles qui vont se faire déplacer tous les jours, toutes les semaines. Nous, c'est vraiment un bâtiment fixe où est-ce que, dans le fond, les volailles ont accès à l'extérieur quand elles veulent. C'est juste tout le monde, autant les poulets, les pintades que les poules pondeuses, rentrent le soir. Là, ici, où est-ce qu'on reste, il y a trop de risques de prédation à laisser les animaux le soir. Même si on les laissait à l'extérieur, dehors, dans des volières, il y aurait quand même une tendance à créer du stress chez les animaux s'il y aurait des prédateurs qui viendraient rôder. Faut que ils sont dans des poulailles fermées la nuit. Tous les matins, on ouvre ça. Tous les soirs, ils rentrent par eux-mêmes ou on les aide à rentrer. Fait que voilà, élevage de plein air, nourrit beaucoup avec des céréales du Kamouraska aussi. On a principalement 2 à 3 fermes d'amis avec qui on travaille, chez qui on va chercher des céréales entières. Ça, c'est important de le souligner parce que les gens pensent que ce qui est indiqué, poulet de grain, c'est du poulet qui est nourri avec du grain entier, mais la réalité, c'est plutôt que c'est souvent nourri avec juste de la moulée qui est constituée principalement de maïs ou de soya qui vient on sait pas trop, en fait, de l'autre bout de la province quand c'est pas de l'Ouest canadien ou d'ailleurs. Donc, nous, on fait l'effort de leur donner au moins 50% de leur ration que c'est des céréales entières. Puis l'idée, c'est que ça permet de développer des volailles en croissance plus lente, donc ils grossissent moins vite. Ils vont beaucoup plus à l'extérieur aussi. Et puis, ça donne quand même aussi une espèce de goût, une rusticité différente. Là, on a beaucoup de clients plus âgés qui nous disent qu'en fait, nos poulets goûtent comme quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire une époque où est-ce que les gens, la moulée que les gens trouvaient ou que ce que les gens donnaient quand il y avait plein de petites fermes, c'était plus du blé, de l'orge, de l'avoine, plus que juste du maïs comme aujourd'hui qui en fait a un goût plus terne sur la viande. Fait que c'est ça, je te dirais, notre approche. Et on a aussi des petits fruits émergents. Fait que sureau, mélanchier, un peu de cassis, du pimbina aussi. Fait que ça, c'est une plantation qui est en croissance qu'on a faite dès qu'on s'est installé. Et ça, c'est sûr que, comme son nom l'indique, petits fruits émergents, là, ça en partant, c'est innovant. Là, c'est curieux qu'on appelle ça des petits fruits émergents parce qu'en fait, pour la plupart, c'est des petits fruits qui étaient utilisés beaucoup dans le passé, en fait, mais qui ont juste disparu de l'utilisation pour être remplacés par des fraises, des framboises, des bleuets. Là. Fait que c'est émergent dans un sens, mais en vrai, c'est plus un retour aux sources. Là. À part ça serait quoi? Comment tu décrirais les défis de faire une entreprise agricole ici, surtout une entreprise atypique comme la tienne? Ça serait quoi les défis auxquels tu fais face? Les défis auxquels on fait face, il y en a plein. Il y a le côté agricole, le côté entreprise. Au niveau agricole, moi, je te dirais que c'est un défi de partir de rien, mais c'est aussi un avantage. On n'est pas rattaché à rien. Après les défis,
il faut être réaliste et lucide. Là, la réglementation, la législation au Québec est pas du tout faite pour encourager les petites et moyennes fermes de proximité. Là. Même si on aime bien nous utiliser comme des faire-valoir et puis faire en sorte de dire on encourage l'agriculture de proximité, l'autonomie alimentaire. La grande majorité des lois sont faites juste pour encourager la production industrielle. Le meilleur exemple, c'est la Commission de protection du territoire agricole. En fait, c'est quasiment impossible d'acquérir des petits morceaux de terre pour faire des petits projets, non conventionnels. On nous dira que oui, il y a quelques projets qui ont été favorisés ces dernières années, mais la vérité, c'est que si un grand producteur agricole arrive et dit « Moi, je veux acheter les 100 hectares de mon voisin », la CPTAQ lui dit oui tout de suite. Nous, il faut qu'on se batte pendant 3-4 ans pour avoir le droit de faire quelque chose de non conventionnel. Après, c'est la même chose pour tout ce qui est abattage. On a passé les 20-30 dernières années à limiter tous les petits abattoirs de proximité pour se dire aujourd'hui, là, les gens qui font de la production de proximité, il faut qu'ils soient sur la route, faire des kilomètres, tout ça pour aller faire abattre leurs animaux. Mais la vérité, c'est qu'on n'était pas obligé d'éliminer ça drastiquement, puis retourner comme avant. Maintenant, c'est quasiment impossible avec tout ce que ça engendre comme frais pour construire des choses aux normes, pour avoir des employés, décider ça. Fait que il faut être réaliste là. La vérité, c'est que la plupart des règlements sont faits pour favoriser l'agriculture industrielle. Et même si aujourd'hui on essaye d'améliorer les choses, ça reste qu'on est très très peu consultés, nous, les petits moyens producteurs, là, pour une raison bien simple. En fait, même si on nous demandait, on n'a pas si tant le temps que ça de participer à des tables. Au contraire, des grandes industries et des grandes corporations qui, eux autres, ont des employés dédiés à faire du lobbying auprès des ministères. Donc voilà, là, on sent qu'il y a l'écoute arrive de plus en plus, mais ça pourrait encore aller plus vite et être plus proactif, à mon sens, là. C'est ça. Après ça c'est au niveau agricole. Ouais. Puis malgré tout, il y a beaucoup d'espoir, là, ça change, mais ça pourrait aller plus vite, à mon avis. Et au niveau entrepreneuriat, là, les défis, c'est les mêmes que la plupart des entrepreneurs. Là, en 2023, faut vraiment s'accrocher pour être entrepreneur. Là, honnêtement, c'est dingue d'imaginer la quantité de paperasse qu'on doit faire juste pour avoir le droit de faire exister une entreprise, là. Puis c'est pas juste par rapport au service public, là. Je veux dire, toutes les entreprises privées avec qui on travaille, les assurances, les comptables, ici et ça, il faudrait quasiment qu'on ait, en fait, on a exactement les mêmes obligations que des grandes entreprises, mais sauf qu'on fait tout. Nous, on n'a pas un employé dédié à faire la comptabilité, à faire telle demande. Et puis en plus, ce qui nous arrive de plus en plus souvent, c'est que, en fait, les entreprises veulent juste plus travailler avec nous autres. On parle des entreprises de transport. Nous, la plupart des petites entreprises comme moi qu'on connaît se sont toutes faites envoyer une lettre de leur comptable dans les dernières années en leur disant, nous, c'est ce qui nous est arrivé. À partir de l'année prochaine, on fait plus votre comptabilité, là. Trop petit, on génère pas assez de revenus. Fait que ça, c'est, les assurances, c'est en train de devenir, l'enfer, en fait, là. Il y a plein de gens qui arrivent même plus à se faire assurer. Encore là, trop petit, trop risqué, trop, fait que c'est notre réalité. Faut vraiment s'accrocher. On veut faire des transferts d'entreprise, il y a plus de conseillers disponibles, on sait pas. En fait, il y a un manque de ressources phénoménal pour les petites, moyennes entreprises. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat va continuer de diminuer dans les prochaines années, pas parce que les gens veulent pas, juste parce qu'ils ont pas les outils pour être capables d'être conseillés, d'être aidés dans le développement de leurs entreprises, là. Et voilà, on y va dans l'intégration. Les grosses entreprises grossissent de plus en plus, achètent des petites, des moyennes entreprises. Les autres disparaissent. Fait qu'il faut s'accrocher. En fait, c'est pas impossible, c'est très stimulant, mais il faut s'accrocher, en fait, là, parce que c'est très, très difficile aujourd'hui. Puis j'entends avec tous les défis que tu nommes, le fait que tu aies été reconnu par un concours qui s'appelle Tourner vers l'excellence. Fait bravo. Ouais, merci. Il y a de la volonté dans ton mouvement. J'imagine qu'ils reconnaissent peut-être, parce que moi, ce que je dis là, je me cache pas pour le dire à personne, là. À un moment donné, c'est la réalité, hein. Il faut pas non plus, faut pas non plus. Fait que moi, quand j'applique à des concours comme ça, c'est exactement ce que je leur raconte. Peut-être que ma franchise fait en sorte que si ils veulent bien reconnaître ça, là. C'est intéressant, là. Mais tu sais, je veux pas décourager les gens. En fait, je trouve ça super. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font, qui se lancent en entrepreneuriat, mais il faut que les personnes qui sont payées à salaire se rendent compte de ce que ça prend comme énergie pour créer
le dollar, $1 de salaire, là, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Ouais. Je terminerai avec une autre question un peu hors sujet, disons, mais je me questionne, la Borderie, le nom, ça vient de où? Ah, ben c'est très simple. En fait, je cherchais un nom au début qui se rapprocherait un peu des noms des lieux-dits comme on trouve en Europe. Là. Souvent, les noms des fermes ont des noms en rapport avec l'histoire de la place. Là. Et puis j'ai fouillé un peu dans le patois de la région où je suis originaire. À un moment donné, je suis tombé sur le mot Borderie et je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Et j'ai regardé la définition, puis ça voulait juste dire petite ferme en vieux français. Alors là, j'ai dit, c'est parfait, ça. C'est excellent. Fait que j'ai demandé l'avis à 2-3 personnes, puis ça a été approuvé. C'est aussi simple que ça. Il y a des fois, plus au début, moins maintenant, là, des fois, les gens s'accrochaient un peu entre broderie et borderie, parce que c'est pas un mot qu'on est habitué à avoir, mais je dirais qu'aujourd'hui, ça va super bien. Ouais. Merci Clément pour ton temps. Merci à vous. C'est en collaboration avec l'agence A à Z Multimédia que je vous présente cette dernière capsule de la saison. L'agence a réalisé plusieurs entrevues avec les artisans qui étaient présents au marché de Noël de l'Apocatière. Je trouve pertinent de présenter les petites entreprises, les petits artisans, moins connus parfois, qui sont basés ici dans la région du Kamouraska. Quelques semaines du temps des fêtes, ce serait clin d'œil, peut-être des idées de cadeaux originales, locales aussi à offrir à vos êtres aimés. Donc, voici un condensé de toutes ces petites capsules. Bonne écoute. Moi, c'est Serge Lavoie. Je suis propriétaire, vice-président de Amouraska, qui est situé à Saint-Alexandre de Kamouraska. Okay. Dans le fond, on est une entreprise agricole, agro-touristique. Donc, puis on produit des vins de fruits et des crèmes. Crème Mistel, c'est la même chose. Là. C'est un digestif style Porto. OK. Cet été, c'était la 5e année où on opérait vraiment le vignoble dans sa forme actuelle, c'est-à-dire un bistrot, boutique, terrasse. Moi, je me nomme Judy Aboud et mon entreprise s'appelle Reine du Savon. C'est pas un savon, c'est un savon et un soin dans la même barre. OK. Et ça a démarré il y a longtemps. En fait, moi, j'ai toujours souffert d'un eczéma chronique aux mains. J'ai étudié en chimie de l'eau et à un moment donné, je pouvais plus mettre les gants de laboratoire. Puis j'ai une amie qui m'avait ramené une demi-barre à peu près de France, qui c'était un savon soin. OK. Vu mes études en chimie, j'ai pris la recette, puis je l'ai refait. Il y a plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, je pense que les miens sont encore meilleurs. En fait, c'est les meilleurs savons en Amérique. Sûrement. Ça, j'en suis certaine. Bonjour, moi c'est Valérie Labrec. Je suis copropriétaire de l'entreprise Abeilles et Filles, une entreprise apicole. Nous sommes à Mont-Carmel. On a construit une miellerie à Mont-Carmel il y a 2 ans. On a 90 ruches réparties dans 7 municipalités. OK. Dans le Kamouraska. Fait que c'est ça qui fait un peu notre marque de commerce, on pourrait dire, c'est qu'on garde le miel séparé par village. Ben, Glénis Ouellette, propriétaire avec Monsieur Madard, Dave Madard de Saint-Alexandre, pour les petits régals des bois. Fait qu'on a décidé de choisir le sanglier pour une propre mise en marché, un élevage de A à Z, donc la gestion du troupeau. C'est festif, c'est copieux. Fait qu'on y va avec des coupes copieuses, avec des morceaux à découvrir simplement. Ben, moi, c'est Lauriane Morissette, je suis originaire de la région aussi. Puis mon entreprise, c'est Potion Boréale. Ça consiste en quoi, Potion Boréale? Potion Boréale, dans le fond, la mission, c'était vraiment de transformer surtout les produits forestiers non ligneux de notre territoire et agricoles, de mettre en avant les plantes, les fleurs, dans une façon qui n'était pas encore, qui était pas commune. Qui n'était pas exploité. Fait qu'on l'explique souvent, c'est vraiment des hydrolats, c'est des plantes fraîches qui sont distillées à la vapeur d'eau. OK. Donc, ce qu'on récolte, le goutte à goutte, là, c'est un peu comme faire du sirop d'érable, mais c'est du goutte à goutte d'arômes de plantes. Fait Nathalie Lemieux, puis ça va être très simple parce que c'est l'érablière Nathalie Lemieux. Tout ce qui touche autant la production que la transformation, tout ce qui touche l'érable, c'est ce qu'on fait chez nous. En fait, on a 2000 entailles en propriété. Mais depuis quelques années, on loue aussi l'érablière voisine qui a un 2100 entailles. Fait qu'on fait vraiment toute la production, comme je disais, et on transforme aussi tout ce qu'on fait, tous les types de sirop du début à la fin de la saison, on transforme de A à Z.
Je m'appelle Jean-Pierre Tirement, je suis propriétaire de la brûlerie de l'Est et des marques qui appartiennent à la brûlerie de l'Est, la brûlerie du Kamouraska et liberté.ca. Les particularités des thés, c'est qu'on va avoir 5 thés qui sont quand même des bons vendeurs, puis qui, selon mes goûts, sont dans les meilleurs dans leur catégorie. Toute notre gamme de café, on a 21 pays différents qu'on importe. On le torréfie évidemment là, à Rivière-du-Loup. Ben d'abord, moi, je m'appelle Chantal Bernier. Mon entreprise, c'est Les Craquantes. Puis je suis aussi avec Marie-Julie Boudreau. Fait qu'on est 2 dans l'entreprise. 2 associés. 2 associés. Notre clientèle, je dirais, 7 à 107 ans, parce qu'on a des madames âgées qui adorent nos produits. On a des jeunes familles qui, les enfants pour déjeuner, ont un bon déjeuner avec nos produits, nos bons granolas. On rejoint beaucoup la clientèle qui désire bien manger, avoir une saine alimentation. C'est un produit qui est quand même avec des aliments locaux, les aliments bio le plus possible. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. C'est également ce qui complète notre saison de diffusion pour l'automne. Nous serons de retour en janvier. Si vous voulez me contacter, me transmettre des informations, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un merveilleux temps des fêtes. J'espère, comme moi, que vous avez apprécié de passer la saison ensemble. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. On va se jeter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.